Il y a bien longtemps de ça, je parcourais YouTube comme chaque soir avant de dormir. Et passionné de sport que je suis, j'aimais m'intéresser à des sports que je ne connaissais pas. Je scrolle pendant des heures quand je tombe sur cette miniature. Alors là, il y a beaucoup trop d'informations. Comment ça le mec fait moins de 59 kilos et en soulève 585? Pourquoi il est habillé comme ça? Et puis pourquoi il est en train de gerber? Je clique du coup sur la vidéo et j'apprends l'existence d'un sport où les gens doivent soulever le plus lourd sur du squat, du bench et du soulevé de terre. Et je vous cache pas qu'à l'époque, ça m'en touche une sans faire forcément bouger l'autre parce que moi je veux juste voir le mec gerber. Oh no, I think that was just a little too much. Du coup les années passent et je me mets à pratiquer ce sport. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Et comme j'ai commencé ce sport en 2022, je me suis vite intéressé à l'histoire de ce sport. Et vous savez quoi, il n'y avait aucune vidéo qui retraçait l'histoire de ce sport. Enfin, il y avait juste un documentaire qui était daté de 1996, mais pas plus. Les années passent et on se retrouve en juin 2025. Oui, c'est la semaine dernière, oui. Bref, par curiosité, je me demandais s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait une vidéo, enfin, entre ces 3 ans, qui expliquait l'histoire de ce sport. Et il s'avère que non, c'est faux. C'est totalement faux. Brutus en avait sorti une il y a plus ou moins un an et elle est très bien. Trop bien. Me voilà donc bien dans la merde. Bon je vais quand même faire la vidéo, ça va pas me stopper. Mais j'aurais aimé vous expliquer son histoire en affirmant qu'il y a rien de plus simple que d'expliquer un sport qui n'a seulement que 3 mouvements. J'aurais aimé vous raconter des histoires rocambolesques sur la création de ce sport. Malheureusement, c'est pas le cas. Non pas par manque d'informations, mais plutôt parce que c'est un sport jeune, un sport qui a moins d'un siècle. Du coup, de ce simple constat, en fait, se soulèvent plusieurs questions. Si ce sport est vraiment de niche, pourquoi est-ce qu'il y a des événements très gros qui se forment autour, avec des cash prize juteux pour certains? Comment ça se fait que quand je rentre dans une salle de sport en France, il y ait beaucoup de chances que je croise un pratiquant de ce sport? Et bordel, pourquoi on doit mettre des justes au corps? Bonjour à tous, moi c'est Doriano de la chaîne La Banane et aujourd'hui je vous expliquer l'histoire du powerlifting, en tout cas à travers cette problématique. Par quels moyens la force athlétique a-t-elle réussi à se hisser comme sport incontournable en France? Je sais que c'est une problématique un peu risquée, on va tenter quand même, ça va pas nous arrêter. Alors pour y répondre et de manière très académique, on va diviser la vidéo en deux. On va parler dans un premier temps de la genèse de ce sport, donc d'où est-ce qu'il sort ce vilain renard, mais assez rapidement parce que Brutus a fait une vidéo et j'ai pas du tout envie de le plagier. Et enfin, on va se focaliser sur le cas de la France de ces dernières années, donc du coup plus ou moins vers 2020. Alors enfilez vos genouillères et vos singlets parce qu'aujourd'hui on va parler de force athlétique française. Depuis la nuit des temps, les humains ont toujours cherché... J'arrête. Bon, depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours cherché à se surpasser. Et ce, sur tous les plans, politiques, économiques et évidemment sportifs. Alors, je vais pas répéter ce qu'a dit Brutus dans sa vidéo, allez la voir, elle est vraiment excellente. Mais pour la faire très courte, pendant l'Antiquité, les Grecs avaient une culture sportive très imprégnée dans leur civilisation. Combat, course et force brute. On avance un peu dans le temps et l'Empire romain renouvelle cette culture en innovant dans des structures architecturales spectaculaire. Si je devais en citer qu'une seule, le Colisée de Rome. On passe un peu dans le temps, le Moyen-Âge arrive et ça met un frein à ces sports. Car il y a un changement de valeur qui s'impose avec la christianisation. Jesus, man. Cependant, j'ai dit coup de frein, mais ça veut pas dire que ça se stoppe complètement. L'être humain est ce qu'il est et l'esprit sportif reste en lui et continue à exercer quand même du sport malgré l'église qui a un œil assez critique envers ses pratiques. Alors là, on va faire un grand saut dans le temps et dans l'espace et on se retrouve en Amérique, USA. Après la Seconde Guerre mondiale, donc vers les années 50-60. Le power n'existe pas encore, par contre l'haltérophilie, oui. Les athlètes s'entraînent dur et pour se renforcer musculairement, ils vont faire des exercices accessoires. Et par moments, certains de ces mouvements sont sujets à des records. D'ailleurs, c'est seulement en 1958 que la Fédération américaine de musculation et d'haltérophilie commence à reconnaître des records sur certains mouvements qu'on appelait oddlift en anglais, America. La liste des mouvements inhabituels est longue, mais vous l'avez compris, ce qui nous intéresse, c'est le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Hop là, c'est gratuit. Et c'est 6 ans plus tard, en 1964, que la première compétition de powerlifting voit le jour. C'était pas une compétition officielle, certes, mais elle pose les bases des règles de compétition actuelles. La vraie première compétition officielle, du coup, elle aura lieu un an plus tard, en 1965, et c'est en 1971 qu'est créée la première organisation de powerlifting, l'IPF. Avant, c'était l'organisation d'haltérophilie qui gérait ça, et à partir de 71, c'est fini.
on arrête les conneries là. En 1973, les règles se formalisent et plus le temps passe et plus le power se développe. On y inclut les moins de 23 ans, les plus de 40 ans et à partir de 1980, les femmes peuvent accéder au championnat du monde. Dans les années 90-2000, ce sport grappille de plus en plus de visibilité et les médias commencent à s'y intéresser un peu. À commencer par les journaux, puis avec l'arrivée d'internet, on a eu les blogs, on a eu certains reportages qui ont refait surface, puis avec la création de YouTube, vous l'avez compris, on a maintenant accès à énormément de vidéos. Bref, à ce moment-là, dans les années 2000, le power commence vraiment à émerger. En parallèle de tout ça, l'IPF elle grossit et les championnats du monde prennent de l'ampleur. Les records sont de plus en plus hauts et le niveau ne fait que d'augmenter chaque année. Vous l'avez compris, pour être le meilleur de ce sport, il faut juste soulever le plus lourd en fonction de sa catégorie de poids. Mais de ça, il y a une question qui se pose. Mais est-ce que par hasard, ce système-là ne va-t-il pas désintéresser rapidement les gens de ce sport? D'une part parce qu'il y a un championnat du monde tous les ans, donc ce qui fait que quand on connaît le principe, ça devient assez ennuyant. Et deuxièmement, si par malheur les athlètes n'arrivent pas à battre un record, est-ce que cela ne diminuerait pas l'engouement qu'il y a autour de cette pratique? Bien, vous êtes tout à fait légitime de vous poser ces questions, mais sachez que vous n'êtes pas les seuls. Et pour pallier à ce problème, l'IPF et la marque SBD ont mis en place en 2023 une compétition, la compétition des compétitions, j'ai nommé les Sheffield. Sheffield, c'est la compétition de powerlifting à ne pas louper. Voyez ça comme un complément des championnats du monde. Elle a été créée exprès pour attirer un maximum de monde à regarder ce sport, à le rendre plus professionnel, mais surtout pour déterminer qui est le meilleur powerlifter de l'année. Parce que finalement, c'est ça qu'on veut voir. Qui est le plus fort entre un moins de 59 kg et une personne qui en fait plus de 170? Alors, évidemment, les plus forts ne sont pas tout le temps les vainqueurs, car la victoire, elle est calculée sur la capacité à dépasser un record de ta catégorie en pourcentage. Vous devriez jeter un œil à cette compétition. Franchement, elle se passe tous les ans vers novembre, plus ou moins novembre-décembre, et c'est totalement excellent, c'est incroyable. Et en plus de ça, ça permet à la force athlétique de s'exporter dans les 4 coins du monde. Donc on a vu comment ça émergeait dans le monde entier, mais comment est-ce que ça s'est propagé en France? Alors, à la fin des années 2010 et 2020, la force athlétique elle est en place depuis des décennies, mais avant le Covid, ça veut pas forcément prendre. Pourtant, on a des gros noms chez nous, hein. On a des potentiels représentants. Je pourrais vous parler de Baptiste Marché, de Joseph Pognier, je pourrais vous parler de Didier Michelon, et j'en oublie encore, mais ça n'a pas pris. Pourquoi? Parce qu'il n'avait justement pas de visibilité. Sauf pour Baptiste Marché qui lui vraiment a ouvert sa chaîne YouTube, mais qui se diversifie en termes de contenu. Mais pour le reste, tu peux être champion du monde, tu peux être ce que tu veux, mais si les caméras ne sont pas tournées vers toi, c'est mort, ça ne marchera pas. Et les caméras, elles vont venir auprès de nos powerlifters français. D'ailleurs, elles vont venir à 3 reprises. Le 21 janvier 2020, Thibaut InShape poste cette vidéo, et elle, c'est Lia Bavoil, et c'est probablement la française la plus influente de ce sport. Plus tard dans l'année, en septembre, Avner de la chaîne Road to Cyan poste une vidéo aux côtés de Richmond Biden, que tout le monde surnomme Rico, et qui à l'époque était un phénomène pour ses perfs, mais surtout pour cette séquence. T'es naturel? Bien sûr. T'es sûr? Bien sûr. C'est normal. C'est des écoles. Et c'est quoi ça? Je me suis greffé. Et en fin d'année 2020, vers novembre-décembre, Avner de la même chaîne poste cette vidéo où il met en lumière Panayotis Tarinindis, qu'on va appeler Pana, ça va être beaucoup plus simple. Et ces 3 vidéos, elles explosent totalement le score. Et elles cartonnent pour plusieurs raisons différentes. Déjà, ils sont tous champions de France avec des perfs monstrueuses. Rico, il avait réussi un développé couché à 172,5 alors qu'il avait 18 ans. Lia, quant à elle, elle a fait un squat à 193 kg. Et Pana, il avait un soulevé terre à 267,5 à l'époque. Ensuite, c'était pas du tout un sport qui était connu à l'époque. Il faut se remettre un peu dans le contexte, mais on est en plein Covid et les gens ont besoin de bouger. Et du coup, le power devient une alternative aux entraînements de go muscu. Parce que le fit game YouTube, avant d'être celui qu'on a actuellement, qui est vachement diversifié, avec plusieurs sports différents, à l'époque, il était plus basé sur la musculation pure et dure. Enfin, je pense, c'est mon avis, pas de haine. Et je pense, mais c'est que mon avis, que la hype de la muscu s'est soufflée un petit peu. Et que l'apparition du power et d'autres sports de force ont donné un second souffle. Ensuite, une des raisons que ces 3 vidéos ont fonctionné, c'était tout simplement de voir des choses spectaculaires. Alors là, on va rentrer dans un débat. Oui, moi aussi, j'ai soulevé 200 kilos. Oui, blablabla, c'est très bien, c'est très bien. Bravo à toi. Wouh, on l'applaudit tous. Mais je le répète, le public YouTube, à l'époque, n'était pas habitué à ça. On n'avait pas l'habitude de voir des gens soulever aussi lourd avec un gabarit comme celui de Pana ou comme celui de Lia. Et même dans la vie de tous les jours, c'était
rare qu'on voyait des gens soulever aussi lourd. Parce que pendant très longtemps, soulever lourd est égal, je suis un mastodonte. Donc quand on voit l'IA soulever cette charge, et assez facilement en plus, forcément ça rend la chose plus folle. Et donc ça y est, les vidéos ont explosé en 2020, et on pourrait croire que ça va devenir un effet de mode qui s'effacera avec le temps. Sauf que non. Le contre-coup du confinement ont poussé les gens à aller s'inscrire aux salles et à aller faire plus de sport. Et les salles de sport, on en a tous une près de chez nous. On a tous un basique, un fitness, un Magic Form. D'ailleurs Magic Form, je vous passe le bonjour. J'avais papoté très rapidement avec son PDG, monsieur Mathéouche, si vous me voyez. Bonjour à vous. Bref, l'accessibilité aux salles de sport en France ont permis à largement contribuer à la reconnaissance de ce sport. Mais surtout, c'est accessible pour la quasi-totalité des pratiquants. Tu peux être gros, maigre, grand, petit, tu peux le faire. C'est des mouvements plutôt simples, plutôt basiques. Une dernière chose pour alimenter l'envie de pratiquer ce sport, il fallait entretenir la flamme et les réseaux ont eu un rôle très crucial. Que ce soit TikTok, les réels Insta ou encore les contenus YouTube, tout ça mis bout à bout fait que le power perdure encore en France. Alors parmi les créateurs de contenu notables, je pourrais en citer plein et on peut compter évidemment sur la grosse chaîne de The Pana, compte aujourd'hui plus de 100 000 abonnés, bravo à lui. Elle a un storytelling de fou furieux et surtout un montage incroyable, son monteur est vraiment très fort, bravo à lui. On voit qu'il y met du cœur à la chaîne. Mais aussi je pourrais vous parler de Rico Powerlifting qui avec Malik Triolet pour moi sont les espoirs des moins de 93 en France. Je pourrais aussi vous parler de Hugo Owona qui lui n'est pas un athlète de l'équipe de France, par contre qui a dédié sa chaîne ou en tout cas la quasi-totalité de sa chaîne à en parler, donc vous pouvez aller voir sa chaîne les yeux fermés, enfin non les yeux ouverts plutôt. Je pourrais aussi vous parler de Lia Bavoil, de Turbotif, de Flequinho, de Jay Jacob et même, j'ose le dire, Adrien le sportif et Stinfo. Enfin, Faustin. Bref, la liste des gens à suivre dans ce sport est longue, donc vous avez de quoi faire. Conclusion, enfin, après 40 minutes de tournage. Bon, je pense plus ou moins avoir répondu à cette problématique de pourquoi ça a explosé en France. C'était plutôt simple d'expliquer vu que moi je l'ai vécu et je l'ai vu de mes petits yeux de raton. Alors évidemment, moi je me suis focalisé sur l'explosion qu'il y a eu en 2020 et j'ai pas recouvert l'entièreté de son histoire en France. Il y a peut-être des erreurs aussi que j'ai faites pendant mes recherches, il y a des erreurs que j'ai pu dire aussi. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires de manière cordiale et amicale, s'il vous plaît. Les amis, cette vidéo est officiellement terminée. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous en parler. J'ai mis 2 jours et demi pour l'écriture. C'était cool. C'est ma toute première vidéo longue, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous a fait plaisir de regarder cette vidéo, de lâcher un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire, de partager ma chaîne et surtout de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 17h32 pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous fais plein de bisous RPE10. Ciao.